Trouver de la main-d'œuvre spécialisée au Québec, c'est devenu un problème de plus en plus récurrent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je rencontre Sterna, une entreprise qui fait du recrutement international dont a bénéficié Solutions Usinage, une entreprise de Mirabel qui a engagé des travailleurs étrangers pour venir travailler ici au Québec. Bienvenue à Trajectoire. Bruno, tu es le fondateur en fait de Sterna, une entreprise de recrutement international. Comment t'es venu l'idée de créer cette entreprise-là? Bien, moi, dans le fond, je viens du domaine de l'usinage. J'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai vendu un logiciel au Québec. J'étais quand même assez connu dans l'usinage pendant plusieurs années. Puis ça m'a emmené à travailler en aéronautique, ici à Montréal, en France, puis aussi au Mexique. Puis c'est en 2015 que je suis déménagé au Mexique pour être directeur technique d'une compagnie allemande. OK. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait de la main-d'œuvre au Mexique qu'on avait de besoin au Québec. C'est quoi la mission de Sterna? C'est quoi votre but? Bien, au début, c'était d'emmener vraiment des gens dans le domaine de l'aéronautique vers le Québec. Mais là, après ça a évolué. Aujourd'hui, on est rendu dans 8 pays sources de candidats. C'est des pays en voie de développement. OK. Puis aujourd'hui, on emmène ces gens-là au Québec. On leur donne une opportunité à eux. Donc, on change des vies. Puis en même temps, on répond au fléau de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Oui, c'est vrai que ça, on en parle souvent, là, la pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas le choix. Puis c'est de la main-d'œuvre très spécialisée, en fait. Donc, vous autres, vous pouvez aller piger dans certains pays pour aller trouver cette main-d'œuvre-là. C'est quoi le processus d'embauche d'un travailleur étranger? J'imagine qu'il y a plusieurs étapes qui s'étalent sur un nombre de temps déterminé. Oui. Bien, dans le fond, la première fois qu'on va faire, c'est surtout, on va faire un kick-off, un coup d'envoi. On va se réunir avec l'entreprise, puis on va s'asseoir avec elle, puis on va regarder ses besoins réels. Il va falloir que l'entreprise comprenne que c'est du recrutement international. Il faut toujours faire un compromis quelque part, mais tout dépendant de ses besoins principaux, c'est là qu'on va déterminer le pays où on va aller trouver ses candidats. Puis là, après ça, il reste à savoir si on va les rencontrer de façon virtuelle avec l'ordinateur ou si la compagnie va se déplacer dans le pays des candidats pour aller les rencontrer, aller à leur rencontre. Ça doit être mieux, j'imagine, de se déplacer puis d'aller les rencontrer sur place pour avoir la vibe, là. Oui. Non, bien, c'est sûr que le feeling, il est beaucoup mieux en personne que virtuellement, mais des fois, côté pratique, on ne peut pas toujours se déplacer aux Philippines facilement, donc des fois, le virtuel est quand même privilégié dans certains cas. Là. OK. Là, tu me disais qu'il y a certains pays qui sont spécialisés dans certains domaines. Peux-tu me donner des exemples? Oui, mais dans le fond aussi, ça va dépendre. Si des fois, la société elle a une technologie qui est beaucoup plus populaire au Mexique puis au Brésil, bien, des fois, on va s'orienter pour cette raison-là. OK. Des fois, par contre, les gens ont besoin d'avoir des gens qui parlent le français. C'est vraiment obligatoire. Donc là, on va peut-être aller dans les pays du Maghreb. OK. Mais là, c'est des technologies plutôt européennes. Alors là, tu sais, des fois, il va falloir savoir si on va mettre l'emphase des fois sur la langue pour les travailleurs ou des fois sur les technologies. Il va toujours avoir une petite adaptation qu'on va fasse soit pendant l'attente de l'immigration ou à leur arrivée. OK, parce que là, les travailleurs étrangers, est-ce que j'ai pu comprendre, ils suivent des cours de français. Ceux qui ne parlent pas français suivent des cours de français avant d'arriver et à l'arrivée. Entre-temps, il se passe combien de temps entre le moment où on dit « OK, on te choisit, tu vas venir au Québec, tu vas venir travailler avec nous en entreprise » et le moment où ils punchent leur premier jour de travail? Bien, dans le fond, du moment que la compagnie signe le contrat de travail avec le travailleur, puis au moment que lui arrive puis qu'il commence à travailler, on peut calculer 6 à 8 mois, tout dépendant du pays d'origine du candidat. Wow, OK, c'est quand même assez long. Puis il y a toute une préparation de paperasse. Est-ce qu'il y a des frais à tout ça? Comment ça fonctionne? Bien, on dit que c'est long, mais des fois, ça passe vite parce qu'il faut aussi se préparer à leur arrivée. Des fois, il faut trouver l'appartement. Puis justement, comme on le disait, on veut aussi qu'ils parlent français à leur arrivée. Donc, 6 mois. En 6 mois, ils ont quand même une bonne base quand ils arrivent. Mais je pense que 6 mois, c'est quand même un temps raisonnable pour leur donner ça. Puis aussi, on veut pas que les gens partent, on va dire, rapidement de leur pays d'origine. Il faut qu'ils partent en bon terme de leur famille. Il faut qu'ils partent en bon terme de leur travail. Ouais. Donc, on leur accorde quand même un mois du moment qu'ils ont tout pour voyager au moment
qu'ils arrivent, normalement, on prévoit quand même un petit mois. Là, Oui, pour qu'ils puissent s'acclimater, préparer le départ, préparer l'arrivée. Là, on le sait, avec les travailleurs brésiliens, ils partent d'un pays où il fait super chaud. Puis là, ils arrivent ici, ils sont arrivés en hiver. Comment vous les préparez à ça? Est-ce qu'ils arrivent, vous avez des manteaux? Parce que c'est quand même... C'est pas pareil, là, tout le mode de vie change. Bien, on leur dit toujours que la température de leur congélateur, il fait toujours plus froid dehors que le congélateur. Là, ils comprennent pas, mais ils comprennent quand ils arrivent. Mais bon, il y a toujours les petites adaptations. On leur fait des ateliers pour les préparer avant qu'ils arrivent. Et puis, c'est ça, on s'en sort de cette façon-là. Là, on a des ateliers spécifiques pour chacune des étapes. C'est quoi les plus grands défis que rencontre la compagnie Sterna pour aller recruter des travailleurs étrangers? Dans le fond, quand vous faites affaire avec les entreprises, vous avez déjà ciblé certaines personnes, mais comment vous faites pour aller chercher un nouveau marché, un nouveau besoin? Est-ce qu'il y a des appels que vous faites? Est-ce qu'il y a des collaborateurs, des partenaires avec qui vous travaillez? Je te dirais que le plus grand défi de Sterna, c'est évidemment de se faire connaître. C'est le bouche à oreille qu'on aimerait que des fois se fasse plus rapidement. Oui. Alors, je te dirais que ça, c'est le plus grand des défis. Mais au niveau de trouver de la main-d'œuvre dans les pays, on a vraiment des belles équipes qui sont sur place dans 8 pays, comme par exemple le Mexique, la Colombie, le Brésil. On est aussi au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, à Madagascar, puis aux Philippines. Donc, on a vraiment déjà les gens qui sont là-bas. Quand il s'agit de trouver les travailleurs, on a les bonnes équipes qui sont vraiment dédiées à ça. Donc ça, cette personne-là, ça va vraiment bien. Tu as quand même des chercheurs de tête qui sont là puis qui sont au courant de ce qui se passe un peu là, au niveau travail dans leur coin. C'est quoi les besoins les plus criants au Québec quand on parle de main-d'œuvre? Puis qu'on est obligé de... À toutes les fois, on fait comme, bon, ben j'aurai pas le choix, je vais être obligé d'aller piger à l'étranger parce qu'au Québec, on n'en a pas assez. Moi, je te dirais que, dans le fond, tous les métiers qui demandent des bras. Et tout ce qui est manuel, en fait. Tout ce qui est manuel, par exemple, justement des manœuvres, des machinistes, des électromécaniciens, de bras des mécaniciens automobiles, des mécaniciens de véhicules lourds. Donc, je te dirais que tout ce qui est vraiment manuel, c'est là qu'on a vraiment besoin de toujours aller à l'international. Puis pour les travailleurs étrangers, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile quand ils arrivent ici? Le coût de la vie, il est quand même assez élevé au Québec, surtout depuis la crise du logement, etc. Donc, je te dirais que c'est peut-être un dur coup de réalité des fois là, de s'ajuster à ce niveau-là. Puis souvent, les gens, on les fait venir les 3 premiers mois seuls, sans leur famille, parce qu'on veut voir s'ils s'acclimatent bien au Québec, si l'entreprise répond bien, etc. Donc, je te dirais que les 3 premiers mois, des fois, sont un petit peu plus seuls. On a des psychologues du travail qui les encadrent. On les encadre. On demande à l'entreprise de faire des activités avec eux. Puis ça se fait de façon naturelle, mais on leur rappelle. Un peu d'inclusion. Oui, un peu d'inclusion, des petites activités comme ça. Fait que je te dirais que c'est pas mal à ce niveau-là qui est... Alors, le coût économique puis l'éloignement de la famille pour les 3 premiers mois, là, c'est un petit peu plus difficile. Oui, j'avoue que c'est une autre réalité. Là, mettons qu'on essaie de se projeter nous-mêmes dans cette situation-là. C'est le fun, c'est exotique. Tu pars dans un autre pays, tu refais ta vie, tu recommences à zéro. C'est le Klondike, là, tu sais. Puis quand tu arrives là-bas, tu as tout le choc culturel, tu as le choc économique, tu as le mal du pays. Mais c'est bien parce que vous êtes vraiment bien préparés à les aider, tu sais. Ouais. C'est quoi qui attend Sterna pour les prochaines années? Avez-vous des projets? Voulez-vous développer dans d'autres pays? Maintenant, on ne peut pas juste se concentrer sur des pays en voie de développement pour les emmener vers le Québec, mais aussi de se concentrer sur des pays comme d'Europe. Ceux justement comme par exemple la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, c'est des gens qui peuvent voyager plus rapidement parce qu'ils n'ont pas besoin de visa à l'aéroport, ils ont juste besoin de l'ETA, l'autorisation pour voyager. Puis au niveau des connaissances, c'est des gens très qualifiés, puis ils ont un intérêt aussi vers le Québec. Donc c'est ça un peu la nouveauté. Puis un autre projet aussi qu'on est en train de développer, c'est un projet qui s'appelle CADOR, ce qui veut dire l'as des as, l'élite. C'est pour les entreprises qui veulent faire du télétravail. Alors, au lieu d'avoir un bureau d'ingénierie
ici au Québec, puis que les gens travaillent en télétravail à partir de 5 km de l'usine, ça fait plus de différence aujourd'hui d'être à 7000 km de l'usine. Donc, on est en train de partir un nouveau projet. OK, c'est super intéressant. C'est vrai que le télétravail, il y a quand même la cote en ce moment, là. Je sais que, bon, il y a plusieurs entreprises qui essayent de ramener leurs employés au bureau. On a vu une espèce d'exode des bureaux du centre-ville. On en a beaucoup entendu parler, mais c'est une bonne chose de pouvoir miser là-dessus. Pour des personnes qui viennent d'un autre pays, ils ne sont pas obligés de quitter leur famille, tu sais. Ils peuvent juste faire ça à distance, là. Bien, dans le fond, c'est l'idéal parce qu'une des raisons pourquoi que les gens partent à la base, c'est pour une crise économique. Ouais. Une crise économique, mais imagine qu'on peut donner un salaire québécois à quelqu'un qui travaille en Tunisie, qui travaille au Brésil. Cette personne-là travaille et dédiée avec l'entreprise, puis là, ben, on n'a plus le problème de la crise du logement. Parce que dans le fond, la personne reste là-bas puis a des meilleures conditions. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, là. Vraiment. Puis c'est sûr qu'il y a des frais à faire venir des gens ici. Tu sais, je sais que Solutions Usinage ont acheté une maison pour loger les travailleurs étrangers. Puis il y en a beaucoup des compagnies qui font ça. Tu sais, il y en a qui engagent des travailleurs d'été. Puis là, ils font bâtir des petits appartements. Tu sais, ils amènent des roulottes pour faire dormir ces travailleurs-là, pour les loger et tout ça. Donc ça, c'est quand même encore de l'investissement, tu sais. Là, ton projet de télétravail, bien, ça l'enlève tout ça, là. Oui, effectivement, mais pour les entreprises, on suggère normalement de trouver un 4,5 pour les travailleurs, de les faire venir 3 mois dans un 4,5. Chacun des travailleurs a leur chambre. Après 3 mois, il y en a tout un qui décide de garder l'appartement. L'autre se trouve un nouvel appartement pour faire venir sa famille. OK. Donc, les investissements restent que c'est pas si mal parce que l'entreprise doit trouver l'appartement, mais ça reste la responsabilité due des travailleurs de payer le loyer. OK. Donc, on ne suggère pas nécessairement d'acheter, mais probablement... Mais de leur donner la possibilité de louer... Oui, temporairement 3 mois. Quand on parle de responsabilité de l'entreprise par rapport aux travailleurs étrangers, elle commence où puis elle s'arrête où, la responsabilité? Parce que tu fais venir quelqu'un d'un autre pays, est-ce que tu es responsable de cette personne-là? Est-ce qu'il y a un délai? Comment ça marche? Bien, normalement, les permis de travail qu'on a pour les travailleurs, c'est 2 ou 3 ans. OK. OK, c'est 2 ou 3 ans. Donc, la compagnie, pendant 2 ou 3 ans, ce qu'elle se doit, c'est de servir un peu, comment on dit ça, d'endosseur pour le travailleur. Okay. Parce que quand le travailleur arrive au Québec, il n'y a pas de dossier de crédit. Donc, c'est sûr que l'entreprise va devoir mettre des fois le logement à son nom, que le travailleur lui paye, ou au moins, du moins, servir d'endosseur. Donc, l'entreprise, elle a un travail, elle est responsable d'être un endosseur pendant 2 ou 3 ans. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que si jamais ça viendrait à ne pas fonctionner avec un travailleur ou si jamais le contrat de travail se termine, l'entreprise va devoir payer le billet d'avion de retour du travailleur dans son pays d'origine. Mais sinon, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres obligations. Il n'y a pas d'autres obligations. OK, fait que c'est relativement simple, là. C'est relativement simple. Le travailleur est considéré comme un travailleur canadien pendant qu'il est ici au Québec. Moi, je trouve ça vraiment inspirant comme projet. C'est le fun. C'est vraiment le fun d'aller chercher des gens de l'extérieur. Puis, écoute, d'avoir une entreprise comme ça ici qui investit du temps, des sous pour former de la main-d'œuvre et pour la faire travailler aussi au Québec. Écoute, je te souhaite bonne chance dans tes nouveaux projets. Bien, merci beaucoup, Valérie, de m'avoir reçu. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Marjorie, on est chez Solutions Usinage à Mirabel. Tu nous accueilles aujourd'hui pour nous parler du recrutement international que vous avez dû faire ici dans l'entreprise. Parle-moi de Solutions Usinage. Qu'est-ce que vous faites ici? Chez Solutions Usinage, on est spécialisé en usinage, en soudure, en cintrage. Depuis plus de 20 ans, là, on est sur différents secteurs industriels manufacturiers, dont le transport d'énergie, le transport terrestre. On fait de l'automobile, on fait médical, alimentaire, sans se restreindre à ça. C'est assez gros l'usine ici. Là. Vous avez besoin de beaucoup de travailleurs. Puis d'ailleurs, vous avez fait affaire avec l'agence Terna. C'est une agence qui recrute internationalement. Pourquoi vous avez fait affaire avec eux? Est-ce que vous aviez fait déjà des démarches pour avoir des travailleurs ici? Ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui fait qu'on fait affaire avec une agence internationale? Les postes qu'on offre ici requièrent des compétences qui sont assez spécialisées. Okay. Le marché du travail est en grand manque de main-d'œuvre. Donc, vous comprenez que pour nous, c'est comme une coche de plus de manque de main-d'œuvre, vu que c'est spécialisé. Okay.
C'est un article au sujet de Sterna dans le journal qui nous a interpellés parce que c'était dans le même secteur que nous. Par la suite, j'ai contacté Bruno. À force de parler avec lui, j'ai constaté qu'il parle vraiment le même langage que nous parce qu'il est machiniste de métier. OK. Par la suite, on s'est consulté avec l'équipe de direction. On a aussi fait un comparatif avec le programme travail alternance études avec des étudiants. Dans le fond, nous, on s'implique pour former la relève. Par la suite, on a fait un comparatif entre justement ce programme-là et le fait d'accueillir des travailleurs étrangers. C'est sûr que dans les deux cas, il y a des impacts financiers, au niveau des ressources humaines aussi, au niveau de la production. C'est ça. Donc, on s'est inscrit au salon au Brésil et on a recruté finalement quatre travailleurs. Comment ça peut coûter d'engager un travailleur étranger? Parce que il y a souvent des fausses pensées qu'on a. On les paye moins cher, ça coûte une fortune les faire venir ici, est-ce qu'on doit les loger? Comment ça marche? C'est sûr que tout ce que tu as dit, c'est vrai. Dans le fond, il y a beaucoup de frais reliés à ça directement à l'embauche. Ouais. Par la suite, il y a beaucoup d'implications au niveau des ressources humaines, au niveau financier aussi. C'est sûr, une fois l'embauche est faite, c'est pas terminé. Nous, on a dû préparer leur logement, faire leur première épicerie. Une fois qu'ils sont arrivés, c'est d'aller faire l'épicerie avec eux aussi, de leur expliquer, c'est ça, c'est quoi les bannières les moins coûteuses, comment ça fonctionne les circulaires. C'est aussi comment fonctionne le système de chauffage. Au Brésil, il fait chaud. Donc... c'est là, on passe pas à ça quand même. Non, c'est ça, exactement. De l'éducation, ça passe vraiment par plein de volets différents. Okay. Puis aussi, l'intégration en milieu de travail, c'est beaucoup d'implications de l'équipe aussi, de la direction. Il y a un travail qui se fait en équipe, en fait, parce que ces gens-là arrivent d'un autre pays, parlent une autre langue. J'imagine qu'il y a des cours qui sont donnés en français, en anglais, avant d'arriver ici pour qu'ils soient capables de comprendre un minimum de mots là, pour être capables de faire le travail. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe quand ils sont ici? Est-ce qu'ils ont encore des cours de français? À leur arrivée, c'est sûr que nous, on les a inscrits à une cour de francisation en milieu de travail. Okay. Donc, il y avait un 80 heures à raison de 9 heures par semaine. C'est sûr que c'est vraiment important de le faire parce qu'on a vu une bonne différence entre leur arrivée ainsi que maintenant leur parler beaucoup mieux. Là. OK. Donc là, ils sont arrivés au mois de février. Aujourd'hui, pendant le tournage, ça fait à peu près 4 mois qu'ils sont ici. C'est quoi les impressions des travailleurs? Comment ça s'est passé? Au début, quand ils sont arrivés, c'est l'engouement, c'est la nouveauté, le nouveau pays, une nouvelle langue. Mais par la suite, le cafard revient quand même assez rapidement. La famille est loin. Le mal du pays. C'est ça, exactement. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut vraiment être présent pour ces personnes-là, être à l'écoute et faire preuve de compréhension aussi. Vous aviez engagé 4 travailleurs étrangers, puis finalement, il y en a 2 au final qui sont encore ici. Oui. C'est quoi qui fait qu'un travailleur reste ou pas? C'est quoi les grands enjeux? J'imagine qu'il y a une difficulté aussi au niveau du travail, mais au niveau personnel, ça ne doit pas être facile pour eux. Qu'est-ce qui a fait que les 2 autres ont décidé de partir ou qui ne sont plus ici aujourd'hui? Leur décision était en lien avec... Quand ils sont partis du Brésil, il y avait leur vie d'établi, leur famille, leur travail, la maison et tout ça. Ouais. Ils arrivent ici, ils n'ont rien. Donc, tu sais, le clash, déjà là, c'est quand même assez... C'est difficile. Puis, il y en a qui étaient dans la quarantaine. Donc, tu sais, à 40 ans, recommencer toute ta vie au complet, tu sais, c'est difficile. Et le coût de la vie aussi, ici, est quand même... Oui, c'est sûr que c'est dur d'arriver des fois ici, là. Fait que c'est sûr que ça peut motiver. Mais c'est important d'en parler parce que des fois, on dit « je vais aller recruter à l'étranger », mais il y a quand même un risque que ça fonctionne plus ou moins avec certaines personnes, mais ça fait partie, c'est pas pire que d'engager un travailleur du Québec qui finalement fait pas l'affaire puis dit « écoute, finalement, c'est pas mon domaine ». La relation que vous avez avec Sterna, est-ce que Sterna s'implique encore aujourd'hui ou ils sont là juste dans le processus d'embauche? Sterna nous accompagne vraiment depuis le début, autant au niveau du Salon du Brésil qu'après tout ça, le processus d'immigration. Jusqu'à présent, ils se sont vraiment impliqués aussi au niveau des travailleurs. S'ils ont des questions, ils se réfèrent à eux souvent. Mais sinon, c'est ça. Fait qu'il reste quand même une source de soutien et tout ça. Exact. Puis, tu sais, j'imagine qu'ils font du recrutement aussi auprès de d'autres compagnies, là. Qu'est-ce que tu dirais à un employeur qui désire engager des gens de l'extérieur? Qu'est-ce que tu leur conseillerais?
Moi, je conseillerais aux entreprises de bien se renseigner, de bien faire l'intégration aussi des travailleurs. Je pense que c'est ça la clé de la réussite, d'être présent, d'être à l'écoute, parce que c'est vraiment difficile ce qu'ils vivent quand même, parce que ils changent de vie tout, le pays, la langue, la culture, la famille est loin, le niveau de travail, c'est important de bien s'impliquer à tous ces niveaux-là. Oui, c'est vrai que quand tu y penses, je fais juste penser, mettons, on est dans un pays plus hivernal ici, puis là, tu arrives dans un pays où il fait 50 degrés, eux, ils ont vraiment eu à traverser des gros contrastes. Fait que je peux croire que c'est vraiment difficile. Mais merci beaucoup. Et ça fait plaisir. William, on est chez Solutions Usinage, ton nouvel employeur. Tu es arrivé ici il y a 4 mois. Oui. Comment tu as trouvé ton arrivée? Parce que toi, tu arrives du Brésil. Oui, la première impression que quand j'ai arrivé ici, c'est ici fait très froid. Quand j'arrive, il fait moins 15. Au Brésil, il fait normalement 30, 32 degrés. Mais c'est comme une nouvelle expérience. Je suis très heureux de participer, de vivre ça. Est-ce que tu as laissé une famille derrière toi au Brésil ou tu es venu tout seul? OK. Tu as laissé une famille derrière toi. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Comment ça se passe, le travail à l'étranger avec des enfants puis une famille loin? Ça, c'est difficile parce que je manque beaucoup ma famille, mais ils vont arriver ici en juillet. OK. Rester ici loin de la famille, c'est très difficile. Oui, puis tu sais, j'imagine, c'est bâtir une nouvelle vie parce qu'au Brésil, tu avais ton emploi, ta famille, tes amis, tu avais ta vie qui était toute bâtie. Puis tu as décidé de venir ici. C'est quoi la raison qui a fait en sorte que tu t'es dit « j'essaye » ? Parce que aujourd'hui, ici, il y a plus de sécurité pour moi et ma famille. La qualité de vie ici, je pense que c'est meilleur qu'au Brésil aujourd'hui. Ici, il y a plusieurs opportunités de croissance professionnelle aussi. Ouais. Pour donner une meilleure qualité de vie pour mes enfants et pour ma famille. C'est comme un rêve, là, c'est comme le paradis là, de partir de ton pays pour venir ici. Est-ce que tu as eu le mal du pays? Est-ce qu'il y a des moments depuis 4 mois où tu t'es dit « Ah, c'est quoi que j'ai fait là? » Oui. Ouais. Il y a des moments comme ça, mais juste avec la langue, il y a quelques mots que je ne comprends pas bien et ils changent le contexte. Oui. On prend une chose et la personne dit une autre chose. Ça, c'est difficile dans le travail aussi parce qu'il y a le bruit de la machine, il y a le français, les changes, mélange, tout ça, c'est un peu difficile. Mais tout le monde ici m'a aidé beaucoup dans l'intégration. Tout le monde, beaucoup de patience pour parler avec moi. Mais ton français est très bon. Est-ce que tu parlais français un peu quand tu es arrivé ici? Un petit peu. Un petit peu? Oui, mais j'ai fait le cours de francisation ici dans l'entreprise. La professeure m'a aidé beaucoup avec les expressions québécoises. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'expressions. Oui. Je sais, c'est pas du français de France. Souvent, on a des expressions puis on a un langage particulier des fois. Particulier. Oui. Tu fais de l'usinage. Oui. Donc, est-ce que ton métier est différent ici de ce qu'il était chez toi? Est-ce que c'est la même spécialité? Oui, c'est la même spécialité. Je change un peu la manière de penser, de travailler, mais en général, c'est ensemble beaucoup le travail ici au Brésil. Puis au niveau de l'ambiance de travail, avec les collègues, avec les boss et tout ça, est-ce que c'est la même façon de gérer que quand tu étais chez toi? Non. Ici au Québec, les patrons, les propriétaires sont un peu plus proches de leurs employés. Et au Brésil, ça c'est un peu plus distant. Oui, il y a plus de hiérarchie. Hiérarchie, oui. Ici, les personnes sont un peu plus proches dans le travail. Et ça, j'ai aimé beaucoup sa façon de travailler, sa manière de travailler. Est-ce que tu as donné envie aux gens de ton pays de venir ici? Mon beau-frère, il travaille comme machiniste, aussi comme moi. Il aimerait venir ici pour travailler aussi. OK. J'espère qu'un jour, il peut venir ici avec moi. Est-ce que tu as l'intention que ta famille vienne habiter ici aussi? Oui, ma famille,
Premièrement, ma femme et mes enfants. Après, mon beau-frère, ma mère. Si tout le monde vient ici, je vais être très heureux. Mais je sais que c'est difficile, chaque personne. Il a la propre profession au Brésil, il a la propre vie au Brésil. Est-ce que tu as senti, depuis ton arrivée, qu'il y a des préjugés envers les travailleurs étrangers de la part des Québécois ou tu te sens vraiment bien inclus? Non, je me sens bien inclus et j'ai jamais passé une situation de quelqu'un parle quelque chose. C'est juste une bonne expérience avec les Québécois. Oui. Ah, c'est bon ça. C'est bon, oui. Bien, merci beaucoup, William. Puis Merci. sincèrement, je te souhaite que le temps que tu passes ici, tu puisses vraiment profiter et d'être heureux ici avec ta famille. Bienvenue. Merci.